Eh bien, on va rencontrer la dernière comparatrice, le professeur Sophie Pouvoir, l'ex-présidente de Sophie-Avant, et qui va nous faire une présentation sur l'évolution de la neurochirurgie des 30 dernières années aux 30 prochaines années. C'est vrai que ces discussions ont été réactualisées cette année lors de notre dernier congrès. Un petit peu de retard, mais prenez votre temps, tout va bien. Merci beaucoup, Madame Emery. Merci à Joanne de m'avoir sollicité pour faire cette présentation et il me revient l'honneur de vous présenter une espèce de synthèse de la spécialité neurochirurgicale maintenant et de ses grands défis pour l'avenir. J'avoue que c'est vrai, ma fonction au sein du bureau de la Société française et comme présidente m'a permis d'avoir un peu plus de recul et d'envergure sur ces problématiques à défaut de hauteur. Alors, je vais séparer cette présentation en deux parties, essentiellement l'évolution depuis les 30 dernières années, et on va parler d'évolution technologique, et puis après des grandes sous-spécialités de la discipline. Et ensuite, j'aborderai les enjeux pour les années prochaines, et on parlera également des enjeux politiques et démographiques qui sont vraiment très importants dans notre spécialité à l'heure actuelle. Alors, indubitablement, la plus grande révolution en neurochirurgie, elle a eu lieu dans nos salles d'opération par l'apport du guidage péropératoire et notamment l'arrivée de la neuronavigation et de l'imagerie péropératoire dans nos salles d'opération. La neuronavigation, qu'est-ce que c'est? C'est notre GPS à nous, c'est ce qui nous permet de nous repérer en permanence pendant notre geste par rapport à une imagerie, certes péropératoire, mais qui va nous permettre de visualiser comme par exemple ici, pendant ce geste, où on se situe au temps T de notre chirurgie ici crânienne. Ça nous a permis de proposer des abords plus petits, plus précis, d'optimiser l'exérèse tumorale dans les limites d'une imagerie préopératoire, bien sûr, et de sécuriser un certain nombre de gestes, notamment vis-à-vis des structures vasculaires et pour les abords ventriculaires. Ça a été la première grande étape au bloc opératoire. Après, il y a eu l'arrivée des imageries radioscopiques 3D. On est passé des amplificateurs de brillance 2D à la 3D et maintenant aux nouvelles générations qui sont de véritables scanners péropératoires qu'on peut utiliser seuls, notamment en chirurgie rachidienne, ou couplés au robot et à la neuronavigation, qui nous permettent de faire un vrai contrôle péropératoire, notamment sur l'implantation des électrodes dont vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui, et puis sur l'implantation en chirurgie rachidienne dans les visages pédiculaires. En termes d'imagerie péropératoire, il y a aussi l'IRM, ça reste quand même encore très confidentiel. Il y a 2 services qui seront équipés. C'est une infrastructure très lourde, ça augmente beaucoup le temps opératoire, mais ça peut apporter un réel gain sur l'exérèse tumorale, notamment dans la pathologie gliale. On en a encore parlé très récemment à notre congrès à Lille. Une technique plus évidente, mais qui était moins présente et qui a eu un regain notamment aussi avec la chirurgie éveillée, c'est l'échographie péropératoire. C'est la plus simple, je dirais presque la plus fiable des imageries intraopératoires. Elle a quand même un des avantages, c'est qu'elle est très opérateur dépendant et qu'il faut vraiment être habitué pour bien interpréter ces données. Autre concept qui est apparu et qui s'est développé dans les 30 dernières années, c'est la notion d'abord mini-invasif, alors dans tout le champ de la neurochirurgie, avec d'abord le développement d'un concept qui s'appelle la keyhole neurosurgery, qui opposait en fait des abords extrêmement limités, voire presque invisibles, comme ici vous voyez dans cet abord transsourcilaire sur un abord intracrânien destiné à une chirurgie d'un méningiome. Et l'idée étant de s'affranchir des très larges volets qu'on avait l'habitude de faire pour des abords beaucoup plus confidentiels et moins invasifs. Ça a aussi été permis par l'apport de l'endoscopie, qui a été très important dans la chirurgie crânienne et notamment dans la chirurgie de la base du crâne et qui a totalement révolutionné la chirurgie de l'hypophyse en permettant des voies d'abord beaucoup moins invasives, des récupérations post-opératoires beaucoup plus rapides et une diminution de la durée moyenne de séjour. Donc, ça a été étendu à la chirurgie de la base du crâne d'une manière générale, mais ça a été d'autant plus important pour la chirurgie de l'hypophyse. L'endoscopie, on l'a aussi utilisée dans le traitement de l'hydrocéphalie, notamment de l'hydrocéphalie de l'enfant dans le contexte tumoral.
Ça a permis d'avoir une alternative au système d'implantation de valves de dérivation ventriculo-péritonéales qui ont leur lot de complications également. Et puis, on le reverra, c'est en plein développement dans la chirurgie du rachis, notamment pour la chirurgie des hernies discales, qu'elles soient cervicales ou lombaires. Alors maintenant, si on aborde les grandes thématiques de la sous-spécialité, et en commençant par la chirurgie des tumeurs cérébrales, l'idée, c'était d'améliorer le pronostic en préservant la fonction et la qualité de vie. Et ça, c'est vraiment le maître mot, quel que soit le champ d'application. Alors, Joanne vous a parlé longuement de la chirurgie en conditions éveillées pour les gliomes. C'est améliorer la qualité de vie, le pronostic de la tumeur cérébrale, tout en s'acharnant à garder une fonction le plus longtemps possible, en diminuant le risque de récidive. On a reparlé des techniques mini-invasives, l'endoscopie, la neurosurgery, et puis aussi les techniques de thérapie par laser, qui consistent à l'implantation d'une sonde laser là, en conditions stéréotaxiques. On revient sur cette technique, qu'elle soit à l'aide d'un cadre ou à l'aide d'un robot, avec un contrôle péropératoire dans l'IRM de la lésion et de l'importance de la lésion par un contrôle d'imagerie thermique. Donc ça, c'est en développement. Pour la chirurgie tumorale, on verra aussi que c'est utilisé en neurochirurgie fonctionnelle. Le troisième volet, c'est l'apport des traitements complémentaires et le développement, je ne vais pas le détailler ici, mais notamment de la chirurgie, de la radiothérapie et de la radiochirurgie dont je reparlerai, qui a permis des traitements combinés permettant des chirurgies souvent beaucoup moins délabrantes. Comme quand j'ai commencé mon internat, c'était une hérésie de ne pas enlever la totalité d'une tumeur. Il fallait vraiment tout enlever, absolument. Si on était un mauvais chirurgien, on est complètement revenu de cet état d'esprit, justement à l'aide de ces traitements combinés et toujours pour préserver la fonction et la qualité de vie des patients. Une avancée majeure aussi ces dernières années dans la prise en charge des tumeurs bénignes très fréquentes que nous prenons en charge très fréquemment au niveau intracrânien, ce sont les méningiomes et sont apparus le rôle des progestatifs. Et parfois le simple fait d'arrêter ces traitements et de contrôler a permis de surseoir à certaines chirurgies, pas toutes bien évidemment, mais donc le concept de l'indication chirurgicale dans les tumeurs cérébrales a beaucoup évolué pour justement s'arc-bouter sur cette notion de pronostic associé à la fonction et à la qualité de vie. Alors, la radiochirurgie, j'en dis un petit mot parce que c'est une technique de radiothérapie qui a révolutionné la prise en charge de certaines tumeurs. C'est une radiothérapie en conditions de précision stéréotaxique, avec ou sans fixation rigide de la tête. Ça a évolué, c'était une des limites de la technique, mais ça est en train d'évoluer. C'est une technique soit par l'intermédiaire de plusieurs sources, qui est le gamma knife sur un rayonnement gamma et des sources de cobalt, ou une monosource en LINAC qui est plus répandue. Les indications sont essentiellement les tumeurs bénignes, les neurinos, mais ça a complètement changé la prise en charge du spanum vestibulaire, qui est auparavant presque exclusivement chirurgical et dont les premiers stades sont maintenant très souvent des indications premières de radiothérapie et de radiochirurgie. Dans la chirurgie des méningiomes, la prise en charge des métastases cérébrales et spinales, et puis en neurochirurgie fonctionnelle, et on va rediscuter de ça, la radiochirurgie a été proposée pour le traitement des mouvements normaux, notamment le tremblement, pour le traitement de certaines épilepsies. Et puis, il y a une indication majeure en neurochirurgie de la douleur, qui est la névralgie du trijumeau, quand elle ne relève pas d'une décompression microvasculaire. Il y a aussi des applications en chirurgie vasculaire, notamment pour le traitement des malformations artério-veineuses, et avec la neuroradiologie interventionnelle. Et là, pour ce qui concerne la neurochirurgie, il y a un enjeu majeur, c'est garder l'expertise neurochirurgicale. Ce sont des pathologies neurochirurgicales historiquement prises en charge par les neurochirurgiens et qui sont en train de sortir du champ sous l'influence des radiothérapeutes qui essayent de plus en plus de faire ces interventions-là et ces indications-là pour lesquelles on a, nous, une réelle expertise. Donc ça va être les enjeux des prochaines années. Et ça passe bien sûr par la formation. Il y a un diplôme de compétences étendues en radiochirurgie, qui est géré par le professeur Jean Régis et qui doit continuer d'exister pour permettre de garder cette expertise neurochirurgicale. Alors, on vous en a beaucoup parlé aujourd'hui. Les 30 dernières années, ça a été l'essor de la neurochirurgie fonctionnelle et en particulier d'une technique qui est la neuromodulation, qui a été développée par Aline Benhabib pour la stimulation cérébrale profonde. Et on va fêter cette année les 30 ans de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson.
Ça a été utilisé pour les mouvements anormaux, les troubles psychiatriques. Alors, la psychiatrie, moi, je voulais juste faire un commentaire sur la présentation. Moi, je pense qu'il y a trois gros problèmes avec la psychochirurgie à l'heure actuelle. Le premier, c'est tout le passif que l'on traîne derrière nous, dont les gens ont encore du mal à se défaire. Le deuxième, c'est le problème des cibles et de la multiplicité des cibles, parfois pour une même indication, qui est beaucoup moins évidente que quand on fait un Parkinson ou un tremblement, où on va mettre l'électrode là et ça marche. Et pour la psychochirurgie, quand même, l'impression, en étant très objectif, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Et que probablement le réseau, la fonction, peuvent pas se résumer à une cible. Et la dernière des choses, c'est la culture neurobiologique de nos collègues psychiatres qui n'est encore pas à la hauteur de celle des neurologues, à mon avis. Je n'ai pas dit de la nôtre, j'en suis pas là, mais en tout cas pas à la hauteur de celle des neurologues. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est tout ça qu'il faut travailler en psychochirurgie. Alors la neuromodulation, on l'utilise aussi pour la douleur, hein, c'est des indications extrêmement fréquentes, la stimulation médulaire dans les douleurs neuropathiques. Il y a des indications qui émergent pour la maladie de Parkinson, mais ça reste anecdotique. Et puis, il y a des modulations aussi des nerfs périphériques, mais ça, vous connaissiez déjà pour d'autres champs, notamment les troubles urinaires. La chirurgie de l'épilepsie, c'est quelque chose que je connais bien. Effectivement, il y a eu le développement mondial de la SEEG, qui est une technique française. Pourquoi? Mais tout simplement parce que il y a eu la robotique et les progrès de l'imagerie. Au départ, c'était une technique extrêmement lourde qui faisait appel à l'angiographie, à une téléradiographie à plusieurs mètres. C'était infaisable dans d'autres centres qu'à Sainte-Anne ou d'autres. Et donc, le fait qu'il y ait des robots, que les gens se sentent plus en confiance avec des outils qu'ils maîtrisaient plus facilement et avec une imagerie qui était performante, notamment les IRM et les IRM injectés, ça a fait que beaucoup d'équipes ont pu le développer et qu'il est devenu évident que c'était une technique de référence pour l'exploration des épilepsies, notamment les épilepsies à IRM négatives. Donc ça, c'est une technique française, c'est une grande fierté, comme évidemment la stimulation cérébrale profonde. Et actuellement, les indications explosent. Et maintenant, comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup plus de publications nord-américaines et mondiales que de publications françaises. La technique reste française. En chirurgie de l'épilepsie, on n'a pas beaucoup évolué. La chirurgie de résection reste la référence. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sous-estime beaucoup les lésions à l'imagerie et ça reste quand même aussi une chirurgie lésionnelle, malgré tout, quoi qu'on en dise. La neuromodulation est décevante. La DBS et la stimulation du nerf vague, ça reste des techniques palliatives. Là, on assiste à un tournant dans la neurochirurgie fonctionnelle que vous avez certainement vu, vous qui en faites beaucoup, c'est qu'on revient vers les techniques lésionnelles. Et je vous rappelle quand même que la neuromodulation est arrivée dans un contexte où on sortait de 40 ans de lésions intracérébrales. On disait, c'est pas bien, on fait des lésions, on devrait moduler, c'est réversible, c'est mieux. Et là, on revient vers les techniques lésionnelles, notamment avec deux techniques qui sont les ultrasons, qui est une technique complètement non invasive, comme la radiochirurgie, et puis la LID dont on a parlé, la thérapie interstitielle laser, où il y a des indications en chirurgie fonctionnelle pour les mêmes cibles que la DBS, et puis pour certaines lésions en épilepsie, comme les amartomes hypothalamiques, tu en as parlé, Michel, tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne la chirurgie vasculaire, j'ai choisi un titre volontairement provocateur, mais très révélateur. C'est neurochirurgie versus neuroradiologie interventionnelle. C'est tout à fait vrai. C'était une pathologie neurochirurgicale et de plus neurochirurgicale noble, hein, très recherchée des neurochirurgiens avec des gestes autant que techniques. C'était très, entre guillemets, valorisant comme chirurgie. Et on l'a beaucoup perdu finalement. Hein. Et les pathologies anévrismales et les pathologies des malformations artério-veineuses, maintenant les indications sont majoritairement endovasculaires. Et ce n'est pas une mauvaise chose, il faut revenir au plus important, c'est quoi le mieux pour le patient? Probablement pour beaucoup d'indications, c'est l'endovasculaire. Globalement, on se retrouve avec une problématique très importante qui est que les indications chirurgicales, ça reste de toute façon les cas les plus compliqués, que ce soit en urgence, Madame Emery l'a bien montré, hein. L'anévrisme en urgence, c'est compliqué, ça saigne, on ne voit rien, ça se fait en péropératoire. Et si on n'a pas une petite expérience de cette chirurgie-là, ça peut vraiment être très, très compliqué. Et en réglé, c'est les plus compliqués. C'est ceux dans toutes les branches par du sac, qui sont inembolisables, qui sont très gros. Donc, c'est vraiment un défi à l'heure actuelle pour les neurochirurgiens qui se lancent dans le vasculaire.
On l'a vu, il y a un regain d'intérêt pour les techniques de revascularisation. C'est probablement une façon aussi de regagner un peu de lettres de noblesse pour cette chirurgie-là. Mais là, il y a un vrai problème d'expertise et de formation, clairement, où de toute façon, on évolue globalement dans la spécialité vers une surspécialisation. Et il y aura dans les équipes, finalement, que 1 ou 2 chirurgiens qui sont capables de vraiment bien gérer ces pathologies-là. Ça pose le problème de l'urgence aussi. Et pour vous donner une idée, dans notre équipe à Nancy, on est 4 à savoir opérer les anévrismes. Il y en a 2 qui partent à la retraite dans moins de 5 ans. Donc, il y a vraiment, et une par contre qui se forme vraiment à toutes ces techniques-là et qui va prendre le relais sur cette expertise-là. Mais ça, c'est vraiment un problème. Quand j'ai débuté mon internat, on opérait les anévrismes aussi fréquemment que les hématomes extraduraux et sous-duraux. Ce n'est plus le cas. Et il faut adapter la formation à ça. Alors, en chirurgie du rachis, il y a eu une meilleure compréhension de la dynamique rachidienne, de la physiopathologie des lésions dégénératives, ce qui fait qu'on s'est mis à faire beaucoup plus de chirurgie instrumentée, des arthrodèses et des ostéosynthèses. Et là, on évolue vers une chirurgie qui fait appel aux prothèses discales, notamment au niveau cervical. La chirurgie des déformations rachidiennes, elles avaient toujours existé chez l'enfant, elles commencent à se développer dans les scolioses dégénératives de l'adulte. Le maître mot, comme pour toutes les autres chirurgies, ça reste de rester le moins invasif possible. Donc, on a développé les techniques percutanées, notamment pour le lissage pédiculaire, les abords tubulaires mini-invasifs, et puis l'endoscopie, qui est adaptée aussi avec les qualités de l'imagerie, notamment la vidéo 4K, va permettre de faire ces interventions dans des conditions à la fois de sécurité et de visualisation optimale. Alors, quels sont les enjeux et perspectives dans notre discipline? Alors, les défis de la robotique, on en a beaucoup parlé. Je vais juste faire quelque chose de synthèse. Là, actuellement, ce qu'on fait, c'est travailler avec un bras robotisé neuronavigué. C'est ça, en fait, hein, qu'on met dans l'alignement d'une trajectoire. Même avec la notion de robotique, on en reste à ça. Et en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est ça, c'est-à-dire un robot qui permet le contrôle à distance, qui va aussi permettre d'améliorer l'ergonomie du chirurgien en bloc opératoire. On n'est pas des champions du monde de l'ergonomie, hein, notamment en chirurgie crânienne. Et il y a beaucoup à faire là-dessus. On peut améliorer encore la précision du geste, ça c'est sûr, et diminuer les temps opératoires. Alors, les robots type Da Vinci que vous voyez ici, on peut les utiliser en chirurgie des rachis, mais exclusivement pour les voies antérieures. Très peu pour les chirurgies crâniennes où il y a quelques indications en base du crâne, mais on se retrouve très rapidement dans un environnement extrêmement petit, avec des degrés de liberté qui sont très peu importants. Et donc, un robot de type Da Vinci n'est absolument pas adapté à une chirurgie crânienne. Donc, finalement, ça va passer par une miniaturisation des bras, des instruments, pour arriver à travailler dans de beaucoup plus petits corridors. Mais l'idée, ce serait ça, finalement, d'avoir un vrai système robotisé, comme on en discutait tout à l'heure. Alors, l'intelligence artificielle, l'idée, donc, c'est de réunir un très, très grand nombre de data pour, dans un algorithme, arriver à, donc, c'est ce qu'on a vu sur cette publication, améliorer les diagnostics, le pronostic, diminuer les coûts, ça, je ne sais pas, et puis l'accès à la télémédecine. Je crois que ce qui nous fait tous peur, c'est ce qu'il y a au milieu, là, qu'on ne maîtrise pas vraiment, qu'on ne comprend pas, mais il y a quand même, je vais vous donner 2 exemples d'indications et l'utilisation de l'IA que j'ai trouvé dans la littérature récente. Dans, par exemple, le diagnostic des craniosténoses, l'analyse de photos numériques d'enfants dans un logiciel qui vont déduire des valeurs de craniométrie, et puis intégrer dans un algorithme qui a intégré énormément de données chez des patients différents, et ben on va pouvoir faire une distinction entre une craniosténose vraie et les variantes de la normale. Ça, c'est l'aide au diagnostic. L'aide au pronostic qui avait été proposée notamment dans la prédiction du résultat de la stimulation cérébrale par l'équipe de Rennes, de Claire et Glenn, c'était l'intégration des données cliniques et d'imagerie préopératoire dans un algorithme qu'ils ont appelé PassFlow pour prédire les scores cliniques post-opératoires et ainsi sélectionner les meilleurs patients en amont sur l'intervention. Bon, il y a des milliers d'indications de l'intelligence artificielle, ça va être notre quotidien. Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut juste savoir le maîtriser et en connaître les limites. Un tout petit mot rapide sur la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est stricto sensu, c'est un environnement 3D généré par informatique. Elle est augmentée quand en fait on utilise un objet généré en virtuel dans un environnement réel qui peut être intégré dans un écran, dans un microscope, dans un casque.
C'est connu depuis 20 ans, mais curieusement, la moitié des publications qui concernent la neurochirurgie a été réalisée dans les 2 dernières années. Et en fait, c'est un outil qu'on utilise essentiellement pour la formation et le planning péropératoire, très peu en pérope et rien dans le bénéfice réel pour le patient ou la formation du patient et pour l'éducation du patient. Donc, l'enjeu de la réalité virtuelle, ça va être probablement d'avoir dans ces simulations-là un vrai retour haptique pour vraiment simuler correctement le geste chirurgical, avoir la technologie et la puissance informatique pour le faire fonctionner au bloc opératoire et puis intégrer aussi les données de l'IA. On peut imaginer que sur cette voie d'abord, ici, intégrée dans le microscope avec les données de l'imagerie préopératoire et de la clinique, l'intelligence artificielle nous choisit statistiquement quelle est la meilleure voie d'abord ou le meilleur chemin clinique chirurgical qu'on pourra utiliser. Alors, je voulais aussi terminer ce topo en vous parlant des enjeux liés à la politique de santé. La neurochirurgie, elle a une spécificité qui est que la chirurgie crânienne et médulaire est soumise à une autorisation spécifique de neurochirurgie qui est régie par le Code de santé publique et qui en fait une spécialité qui est principalement hospitalière. Elle est répartie sur 43 services dans 30 villes en CHU et en CHU avec une mission spécifique d'enseignement et de recherche notamment fondamentale. 8 CHG et actuellement moins de 10, je crois 7 au dernier recensement sur le livre blanc de la neurochirurgie, établissements privés qui ont cette autorisation. Donc, on reste quand même sur une spécialité très majoritairement hospitalière, avec une spécificité, c'est qu'un très grand pan de notre spécialité, qui est la chirurgie du rachis, d'une part est partagée avec la spécialité orthopédie qui, elle, n'est soumise qu'à une autorisation de chirurgie, et que 25% de cette chirurgie du rachis s'effectue en secteur libéral, ce qui montre bien tout de même la complémentarité des 2 systèmes. Et c'est très important, à mon sens, que la chirurgie persiste en milieu universitaire et ne quitte pas totalement ce milieu hospitalier. L'évolution, alors ça, j'ai mis des points d'interrogation et j'ouvre la discussion à la fin de cette présentation. Est-ce qu'on renforce le modèle HU actuel ou hospitalier actuel? Est-ce qu'il y aura plus de structures privées avec autorisation de chirurgie? C'est une possibilité. Est-ce que c'est vraiment rentable pour ces structures-là? C'est aussi une question. Mais tout est ouvert et les 2 systèmes sont encore une fois complémentaires. Les enjeux démographiques, au 1er janvier 2019, il y avait 577 neurochirurgiens inscrits à l'ordre des médecins, en augmentation par rapport à 2010, plus d'un quart, une très discrète féminisation, 15%, qui chute encore si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau hospitalo-universitaire. Il y a une augmentation du nombre des chirurgiens libéraux. Je vous ai mis la répartition sur ce tableau. Alors, les points difficiles sur la démographie, c'est que 48% de l'effectif HU part à la retraite dans les 10 ans. Ce sont des carrières qui sont beaucoup moins attractives pour plein de raisons. Il y a une évolution aussi vers la surspécialisation, on en a parlé pour ce qui concerne la chirurgie vasculaire. Il y a un très gros poids de la permanence des soins dans les structures qui la prennent en charge, y compris dans les structures privées. Et puis, il y a des souhaits de vie différents dans la nouvelle génération, ça c'est sûr. Ce qui fait que si on veut maintenir ce modèle-là, il faudra nécessairement renforcer les effectifs hospitaliers. Je note quand même cette spécificité qu'on est plus, c'est 2020-2022, on n'a pas un très gros recul, mais on est plus gâté en neurochirurgie sur l'effectif HU que dans d'autres spécialités, par exemple l'orthopédie, où il y a vraiment une très grande chute du nombre d'HU en 2 ans. Les enjeux économiques, ça c'est une question notamment qui a été abordée dans cette académie il y a quelques semaines quand la Fédération de l'hospitalisation privée est venue faire ses présentations. L'évolution de la tarification. Alors, est-ce qu'on continue vers une tarification à l'acte? Est-ce qu'elle est toujours adaptée? Elle est décriée depuis le début. Et j'ajoute que cette tarification à l'acte, la nomenclature des actes médicaux est actuellement en révision. Et est-ce qu'on n'évoluerait pas vers une valorisation d'un parcours de soins qui serait plus adapté notamment à la prise en charge des pathologies chroniques? Et dans cette évolution-là, on peut voir l'exemple de la RAC, qui est la récupération améliorée après chirurgie, qui a été développée initialement pour la chirurgie digestive, mais qui commence à se développer pour la neurochirurgie, notamment dans la chirurgie du rachis. La RAC, c'est une démarche qui doit être une démarche d'établissement et validée par la CME, qui définit en fait un chemin pour le patient pré-, per- et post-opératoire,
et qui globalement permet une amélioration de la prise en charge avec une diminution des complications, avec à la clé une valorisation du séjour au niveau du codage PMI. Donc, ça fait partie des enjeux prochains sur la façon dont on conçoit la valorisation d'un parcours de santé. Alors, en conclusion, et pour ouvrir la discussion, la neurochirurgie est une spécialité qui est toujours en mouvement, sait utiliser les avancées technologiques pour améliorer la prise en charge du patient et leur qualité de vie, et qui est quand même confrontée à des enjeux démographiques et politiques majeurs pour qu'elle reste attractive. Merci. Bien, vous avez survolé 60 ans de neurochirurgie en quelques minutes. C'était très clair et ouvert pour la discussion. Oui. Dans les 577 neurochirurgiens inscrits à l'ordre en 2019, il y en avait combien qui faisaient que du rachis? Alors, il ne faut pas compter comme ça. Et je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais c'est en libéraux, parce qu'il y a des activités libérales à l'hôpital, comme vous le savez. Il y a actuellement 256 neurochirurgiens libéraux, 125. Donc, tu es là. Mais qui ne font pas exclusivement du rachis. Il y en a une centaine qui font du rachis et en hospitalier. Un micro, s'il vous plaît. Je pense qu'on pourrait évaluer à peu près une centaine de neurochirurgiens en France, le nombre de neurochirurgiens qui ne font que une activité rachidienne. Vous avez évoqué 48% départ à la retraite d'ici 10 ans, je crois, vous avez dit, dans les HU. Et est-ce que la formation des neurochirurgiens ou le nombre de candidats à la spécialité correspond à peu près à permettre l'équilibre dans la spécialité? Pas sûr, ça c'est Madame Henry qui peut répondre avec précision parce qu'elle a étudié précisément ce cas. Eh bien, oui, je suis présidente du CNU de neurochirurgie, donc j'ai une petite lisibilité nationale. Il y a une réelle attractivité et un goût des jeunes neurochirurgiens pour une formation universitaire. Charge à nous de les encourager et de les encadrer et de les accompagner. Et j'ai le plaisir de constater que j'ai beaucoup de candidats qui postulent. Nous ne sommes pas la discipline la plus menacée pour le moment. Qui postule Un poste universitaire. Mais également qui postule à la DESC de neurochirurgie. Il y a 25 à 26 en selon les années, postes ouverts pour entrer en neurochirurgie. C'est assez et donc c'est stable. Et donc ça devrait répondre au départ prévu à la retraite. Alors il y a la deuxième question, c'était la distribution territoriale que vous avez posée. Je pense que là, c'est vraisemblablement aux autorités de répondre et en fonction des besoins. Donc, qui seront en tout cas remplis en termes d'intervenants, parce que je crois comprendre. C'est savoir s'il y a actuellement une lacune qui ouvrirait sur la nécessité d'ouverture de nouveaux centres. C'est la question que vous avez posée à un moment donné. Sur la répartition. Et la répartition, bien sûr. Oui. On n'envisage pas d'ouverture de nouveaux centres privés ou y a-t-il un blocage derrière votre question? Qu'est-ce qu'il fallait? Pas forcément c'est quand même une autorisation qui est lourde. Oui. L'autorisation, elle est soumise à un plateau technique jour, une réanimation, d'imagerie sur place, donc une hospitalisation bien sûr, l'expertise des neurochirurgiens, et puis de mettre en place aussi une permanence des soins ad hoc. Donc, c'est pas très simple à mettre. Bien sûr. Pas de commentaire, une question Hubert Joannet? Oui, je voulais revenir sur la chirurgie neurovasculaire, l'activité neurovasculaire. En fait, quand c'est arrivé, vous avez discuté avec les radiologues, enfin, vous avez essayé d'avoir des formations communes, peut-être c'était pas possible, ça, d'avoir une option, une FST, enfin, quelque chose comme ça. Il existe un accès possible à la formation de neuroradiologie interventionnelle. En fait, il y a un diplôme qui est accessible autant aux radiologues qu'aux neurochirurgiens et même aux neurologues, mais elle est très peu diffusée au-delà du monde neuroradiologique interventionnel. Mais on peut tout à fait acquérir un diplôme. Le problème, c'est d'avoir un poste ou d'avoir accès au plateau technique.
moi, j'ai une expérience un peu malheureuse dans mon service où je voulais être innovante et j'avais encouragé un jeune neurochirurgien à faire un double diplôme, neurochirurgien et une compétence étendue, donc en neuroradiologie interventionnelle, et force est de constater qu'il y a un blocage du côté neuroradio interventionnel. Donc, c'est un petit peu dommage. Et le Conseil de l'Ordre n'a pas d'opinion là-dessus. C'est grand, actuellement, qui dit équipe neurochirurgicale dit forcément service de neuroradiologie. C'est indispensable. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je posais la question tout à l'heure de l'accessibilité au traitement vasculaire. C'est un fléchage en CHU, en CHG pour certains, les patients, ils arrivent dans les centres de la neurochirurgie et à côté de la neuroradio interventionnelle. Donc, il n'y a pas la problématique d'accès à ces techniques dans la mesure où la prise en charge se fait directement dans le centre interventionnel. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a beaucoup discuté. C'était une séance absolument passionnante. Si vous voulez conclure, faire quelques mots. En tout cas, on a compris que l'imagerie en neurochirurgie, comme dans d'autres disciplines chirurgicales, faisait partie intégrante de l'armamentarium des chirurgiens au XXIe siècle. Je crois que les urologues avaient un peu montré la voie à la fin du siècle dernier. Et tout ça contribue à une forme positivement, une forme de désescalade thérapeutique, comme vous l'avez très bien montré pendant vos présentations. Merci beaucoup.